Bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. Des articles extrêmement intéressants. Nous allons en évoquer quelques-uns pour vous donner un aperçu de cette excellente lettre. D'abord, coup de projecteur sur le sucre bio. C'est une filière émergente en pleine croissance en France et l'article figure bien évidemment dans cette lettre. Dans un contexte où le marché des produits alimentaires bio est en pleine croissance, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés en 2018, dont 10,5 milliards en France, eh bien, le marché du sucre bio est de l'ordre de 180 000 tonnes en Europe, dont environ 90% proviennent de la canne. Les principaux producteurs de sucre de betterave bio en Europe sont situés en Allemagne, en Autriche, en Italie et en France. Eh bien, le groupe Tereos a créé en 2018 une filière de production de sucre bio en poudre et en morceaux, avec l'objectif de développer cette filière. Le chargement, le transport sont pris en charge dans ce contexte par la coopérative. Autre filière de valorisation, le sirop. C'est un projet lancé il y a 4 ans à l'initiative de producteurs membres de l'association bio en Hauts-de-France. Eh bien, l'objectif est de relocaliser la production de sucre bio en recréant des micro-sucreries à travers le territoire. Près de 140 hectares dans les Hauts-de-France sont dédiés au bio. C'est un article que je vous invite à lire. Autre sujet, cette fois ça concerne les cours des céréales qui sont portés depuis quelques mois par une demande chinoise record. La Chine va-t-elle soutenir encore longtemps les cours des grains? C'est la question qu'étudie l'article. Les marchés à terme agricoles et en particulier celui de Chicago sont en pleine ébullition à ce sujet. Il faut dire que les stocks américains de céréales et de soja sont au plus bas depuis 7 ans. Les États-Unis ont exporté massivement l'an dernier au point de retrouver leur part de marché de 2017, 30% des exportations mondiales tout de même, donc près de 28 millions de tonnes de grains expédiés vers la Chine. Eh bien, c'est un flux qui devrait continuer à augmenter cette année des États-Unis vers la Chine dans le cadre de cet accord commercial qui les lie, alors que les fournisseurs concurrents ne sont plus au rendez-vous. Et pour cause, l'Amérique latine est confrontée à la sécheresse. Les pays de la mer Noire restreignent leur exportation pour calmer les prix chez eux. Voilà ce qu'on peut lire dans cet article de la lettre de l'acheteur, extrêmement intéressante. Et puis, une autre idée de thème, c'est la laitue. Il y a en effet une crise conjoncturelle pour la laitue d'hiver en décembre 2020. Et bien au 1er janvier 2021, les estimations des surfaces nationales en laitue de la campagne d'hiver 2020-2021 seraient de 3800 hectares, en baisse de 4% sur un an. En octobre, il faut savoir que le marché a été actif et les prix soutenus par rapport à la campagne précédente. Donc voilà, on ne raconte pas de salade sur le magazine de la lettre de l'acheteur. Je vous invite à consulter cette lettre professionnelle extrêmement bien située. Et puis dans un instant, on va retrouver l'un de nos invités. Il est président de la Chambre de l'agriculture de la Creuse. Et là aussi, les enjeux sont importants pour les éleveurs et les agriculteurs. Restez avec nous après une petite page de publicité. Président de la Chambre d'agriculture de la Creuse, Pascal Lerousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, petite présentation, qu'est-ce que ça représente l'agriculture dans la Creuse? Combien d'exploitations? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit instantané, si vous le voulez bien? Oui, alors le département de la Creuse est un petit département où il y a 120 000 habitants. Il y a 4 000 exploitations agricoles qui se répartissent à peu près, surtout sur du bovin viande. Il y a 2200 exploitations qui produisent du bovin viande. Ensuite, quelques exploitations laitières qui sont avec des vaches laitières et des chèvres. Et nous avons également un peu de diversification, des gens qui font un peu de céréales, un peu de porc, un peu de volaille, un peu de maraîchage. Un petit peu toutes ces choses-là, mais la principale source de revenus, c'est les bovins viande. Alors, comment se portent les agriculteurs que vous représentez? La situation est difficile pour tout le monde. Alors la situation est compliquée depuis déjà un certain nombre d'années en élevage, surtout en bovin viande, puisque nous avons des cours qui ne progressent pas. Malheureusement, il y a une loi qui a été votée, la loi Egalim, qui devait permettre. On continue, oui.
qui devait permettre de rééquilibrer le prix payé aux producteurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, un revenu en creuse qui est entre 10 000 et 12 000 euros annuels, quoi. Alors, il y a des critiques qui se font jour ces derniers temps sur la manière dont les agriculteurs traitent leurs troupeaux et les bêtes. Quelle est votre réaction à vous ? C'est justifié ces critiques ? Alors oui, on entend ici ou là des associations qui attaquent le monde agricole et plus particulièrement le monde de l'élevage. Donc ce qui est c'est regrettable. En plus, ça nous choque profondément parce que les choses qui sont dites ne sont pas vraies. Et souvent, c'est de la méconnaissance du monde de l'élevage parce que les gens, pour faire éleveur, déjà, il faut être passionné, il faut aimer son métier parce que bon, c'est un métier qui est relativement dur. Il faut se lever tôt le matin, il n'y a pas de week-end, il faut être en permanence avec nos animaux. Et s'ils connaissaient un peu mieux le monde de l'élevage, ils auraient une autre vue sur la réalité de ce qui se passe dans les exploitations agricoles. Parce qu'en plus, dans votre région, c'est là qu'il y a le plateau des 1000 vaches, donc il peut y avoir des grandes structures. Pour autant, dans quelle mesure le bien-être animal est pris en compte ? Alors, de toute façon, déjà, moi, j'exploite sur le plateau de 1000 vaches dans le sud de la Creuse. Alors, déjà, on a des paysages qui sont remarquables. On a une densité de population qui est très peu élevée. Donc, nous avons des grands espaces. Les animaux sont conduits pratiquement en plein air toute l'année, sauf en période de froid ou de neige où ils sont rentrés dans les bâtiments. Et ils sont libres d'aller pâturer dans les prés. Ils ont des arbres pour les abriter de l'ombre, de la pluie. Ils ont une qualité de vie que, à mon avis, beaucoup de Parisiens envieraient peut-être, parce que je pense que les conditions dans le métro ou à certains endroits ne sont pas aussi favorables. Et voilà. Il y a pas mal de personnes qui quittent la ville pour aller au vert, donc vous les voyez arriver d'ailleurs. Oui, et j'invite les gens à venir chez nous, en vacances se ressourcer ou acheter des maisons de résidence secondaire. Ils seront au plus près des élevages, ils verront la qualité des élevages, ils verront la qualité de notre vie dans ces grands espaces, et ils auront peut-être une vision différente de l'élevage. Alors cette année, pas de salon de l'agriculture, c'est annulé pour raison de pandémie. C'est un regret de votre côté ? Alors c'est un fort regret puisque tous les ans c'est l'occasion de faire parler du monde agricole, de faire parler de l'élevage et de rencontrer le consommateur, le citoyen, d'échanger sur nos pratiques et permettre aux jeunes générations de connaître un peu mieux l'agriculture. Eh bien, merci Pascal Lerousseau d'avoir été avec nous. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Creuse et on le voit, il y a des enjeux avec des éleveurs qui ont des rémunérations un peu faibles et que vous aidez. Merci d'avoir été avec nous. Pas de salon d'agriculture, mais il y avait le live de la lettre de l'acheteur pour s'exprimer. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on passe à la rubrique Commodity, la commo du jour. Et c'est maintenant la rubrique La Commo du jour. Nous sommes avec le spécialiste Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Il jongle avec le blé, la farine, le colza. Et aujourd'hui, d'abord, bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, coup de projecteur sur le wheat. Pour ceux qui parlent bien anglais, eh bien, c'est le blé. Il faut se positionner. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le marché du blé en ce moment ? Bon, ça fait plusieurs semaines que l'on en parle, en tout cas graphiquement, ça fait même plusieurs mois que la tendance haussière du wheat s'exprime à plein. Alors les cours, comme vous pouvez le voir sur ce graphique où un bâtonnet représente une semaine de cotation, depuis 2017, grosso modo janvier 2017, on avait des forts mouvements comme en juillet 2017, mais qui n'avaient pas de relais, pas de suite. Les cours essayaient effectivement d'exercer une pression haussière, mais les creux étaient bien très très légèrement ascendants, mais pas les sommets. Or, pour avoir une tendance, il faut les deux. Il faut des creux et des sommets ascendants 2 à 2. Alors, c'est le cas en fait depuis exactement le début du mois de juillet de cette année.
Avec le test du support à 471, on a commencé à déclencher une première impulsion qui a été suivie rapidement par le franchissement ensuite des précédents sommets courants en fin d'année au-delà de 575. Et cet événement-là, c'est ce qui permet au blé américain de marquer un nouveau plus haut. On a donc maintenant sur cet horizon de temps-là une succession de creux et de sommets ascendants avec d'ailleurs dernièrement, en début d'année, une sortie par le haut d'une figure de continuation en drapeau, un flag. Vous voyez, les cours étaient coincés, consolidés le signal haussier par ce petit retour sur 565,50 qui d'ancienne résistance est devenu support. C'était renforcé par le retracement de 38%, sorti par le haut de cette figure, ce qui libère un nouveau potentiel d'accélération haussière. Vous voyez, la taille de la précédente impulsion reportée au point bas de la figure nous envoie vers 744 $ sur un horizon de temps relativement court, puisque ce type de figure est vraiment impulsif. C'est pas parce qu'on atteint d'ailleurs 744 $ que le mouvement serait terminé, on serait juste dans un cœur de mouvement. On peut prolonger vers 800 après, ça prendra probablement juste un petit peu plus de temps, et à plus court terme on constate effectivement qu'on a effectué un pullback. Les précédents sommets du flag c'était 638, grosso modo. Les cours sont revenus chercher ce niveau. Ils vérifient une polarité. Qui dit polarité en analyse technique dit tendance. Ici c'est une tendance haussière. Si vous avez des blés à vendre, conservez-les, vous risquez de les vendre plus cher plus tard. Si vous, au contraire, vous avez des blés à acheter, dépêchez-vous, ça risque d'être beaucoup plus cher plus tard. Alors maintenant, on va parler du Rapeseed. Pour ceux qui connaissent les marchés, ils savent que ce n'est pas un groupe de rock, c'est la graine de colza. Rapeseed, il y a des opportunités, Mathieu, là-dessus en ce moment? Un très très beau signal haussier qui a été donné il y a quelques semaines de cela par le démordement de 427,25. Alors qu'est-ce que c'était 427,25? Vous voyez, c'était les sommets du mois de janvier 2017, donc ça remonte à un petit peu de temps. C'était aussi quasiment les plus hauts de janvier 2020, et cela a permis, là aussi un petit peu comme sur le blé, de sortir par le haut de quelque chose qui bloquait la progression des cours, vous voyez, depuis 2014. Donc entre 2014 et récemment, l'intervalle d'évolution c'était grosso modo entre 340 et 427, 90 à peu près d'intervalle. On en est sorti par le haut. On a effectué un petit pullback sur 417 et la tendance semble reprendre. Ce type de signal est un signal très fort à moyen terme. On sort par le haut de quelque chose qui a 6-7 ans d'existence. Ça peut donner lieu à des mouvements haussiers particulièrement violents. Donc à surveiller. On est sur une tendance qui vient de se confirmer, qui se développe et qui risque d'accélérer le potentiel de progression. Comme vous le voyez sur le graphique, ce sont les flèches bleues. C'est la taille de l'intervalle précédent reporté au point de sortie, ce qui peut envoyer les cours vers 520, on vaut actuellement plus ou moins 440. On a donc encore un potentiel de progression assez net avec des résistances intermédiaires à 474 et 487,75. On est là aussi sur le colza, sur un mouvement de moyen terme d'appréciation qui est particulièrement vigoureux. Et attention, si vous avez des colzas à acheter, ça risque d'être plus cher plus tard. Donc dépêchez-vous. Merci beaucoup, c'est très clair. Nous étions avec Mathieu Driol, il est analyste senior chez Day by Day. Il comprend tout au marché et notamment de la Como, et ça nous donne des bonnes idées pour aborder les marchés des commodities. C'est la fin de ce journal de la lettre de l'acheteur. Merci d'avoir été avec nous. C'est pas fini aujourd'hui sur le plateau de TV Média, puisque il va y avoir le journal Vu d'ailleurs. Restez avec nous.